Jean-Baptiste, bienvenue chez Voilà et merci beaucoup d'être là. On est très heureux de te Bonjour, recevoir. merci d'être là. Alors Jean-Baptiste, toi tu as commencé avec une première boîte dans les télécoms où c'était du marketing téléphonique, où tu t'es certainement pris en quelques vestes au téléphone. Ensuite, tu as décidé de divertir les gens avec ta deuxième société Kiwi qui éditait des sonneries et des jeux pour mobile. Et puis tu as fait un petit détour par la santé en montant une saladerie à Paris avec ta femme. Et maintenant... Voilà Criteo, où tu prédis carrément les envies et les besoins. Et d'ailleurs, Criteo, qui veut dire au passage « je prédis » en grec. Et donc, en fait, ton véritable concurrent, Jean-Baptiste, c'est Madame Irma, aujourd'hui. Mon concurrent, c'est Madame Irma. Tiens, je ne l'avais jamais vu comme ça. Pourquoi pas. Mais effectivement, c'est compliqué de prédire ce qui intéresse les gens. Soit on regarde dans les étoiles, soit on fait beaucoup de maths et beaucoup de data. Et on a plutôt choisi la deuxième voie. C'est ta première fois. J'en parlais un peu au début, donc c'était comment ? La première fois, c'est toujours la catastrophe, dans plein de domaines, mais dans l'entrepreneuriat aussi. Et effectivement, j'ai fait à peu près toutes les erreurs qu'on peut imaginer faire pour une première fois. J'avais aucun conseil, aucun modèle, et personne à qui demander comment faire. À l'époque, le mot start-up n'existait pas, enfin en tout cas pas en France. Ouais. Et donc, j'ai essayé un peu tout d'inventer moi-même. Et évidemment, je me suis planté joyeusement. Ça a duré même pas un an. Mais j'ai beaucoup appris. Et ça m'a permis de faire un tout petit peu moins de conneries la deuxième fois. Voilà. Et du coup, comment tu le vis ? Tout ce qui tu pars en plus fort, on va dire. Mais non, mais globalement, tu le vis bien. Parce que ta vie n'est pas en danger. Enfin... Pour relativiser, qu'est-ce que ça veut dire ? La vie continue et on a l'impression qu'on s'en fait tout un foin, mais en fait, ça fait partie de la phase d'apprentissage. Si j'avais eu un mentor ou quelqu'un pour m'aider, ça m'aurait évité un peu de conneries, mais d'un autre côté, c'est ça qui permet d'avancer et d'apprendre. Ta deuxième société, Kiwi, marche très bien. Tu la revends assez rapidement. Et tu déclarais que ce succès qui a été très rapide t'avait aussi quelque part un peu déstabilisé. Pourquoi déjà ? Est-ce que c'était la peur du coup d'après ou le fait de se dire bon là j'ai vachement réussi, qu'est-ce que je fais après ? Kiwi au départ, ça a grossi très vite, ça a marché très vite, c'est-à-dire qu'au bout de 18 mois déjà la société était très visible, elle était rentable. Le marché des sonneries de téléphone, ça a explosé en 2000. Tout le monde voulait avoir Mission Impossible sur son téléphone. Et le problème, c'est que quand c'est la première fois que tu réussis une société et qu'elle commence à avoir une taille sympathique, on faisait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, on était 50 personnes, ce qui, à mon échelle, me paraissait hallucinant. On dit, oulala, j'ai peur de planter le truc. Et donc, on devient hyper prudent, on fait super gaffe, parce qu'on a peur de gâcher, en gros, son succès. Et en faisant ça, on se met des barrières mentales et on ne va pas pousser le modèle aussi loin qu'on pourrait aller par peur de gâcher ce qu'on a déjà fait, quoi. Et donc, on est un peu victime de son propre succès qui vous rend trop conservateur, quoi. Et c'est ça qui fait que probablement cette aventure Kiwi, je n'ai pas pu la pousser aussi loin que potentiellement on aurait pu le faire. Que là, tu pousses qu'aussi loin que tu as poussé Criteo déjà. Criteo, comme c'était la troisième, et à chaque fois on apprend des précédents. Là, quand ça a commencé à marcher, au lieu de mettre les freins et de se dire je bétonne tout, au contraire, on a fait all-in comme au poker. J'ai mis tous mes chips au milieu et on a dit allez, on va essayer de pousser le modèle aussi loin que possible, quoi. Et il nous a fallu pas mal de temps pour trouver la bonne manière de packager et de vendre cette technologie au marché. Et on a essayé trois modèles successifs, et ça en 3 ans. Et c'est assez usant parce que les 3 premières années, on faisait 0 chiffre d'affaires, on a galéré, on bouffait des carottes râpées, on ne savait pas où on allait. C'était pas des pommes de terre, c'était des carottes, ça va. On avait l'impression qu'on allait rentrer dans le mur. Et chaque fois que tu fais ton pivot, tu n'es jamais sûr que ça va être le bon. La preuve, c'est que 2 fois, on a pivoté sur des trucs qui étaient un peu mieux que le truc précédent, mais ça marchait toujours pas bien, quoi. Et ce qui est dur, c'est de trouver le bon équilibre entre... Si tu te décourages trop vite et au bout de moins de 6 mois, t'arrêtes, en fait, tu donnes pas la chance à ta nouvelle idée de réussir. Si tu t'obstines trop longtemps, tu vas rentrer dans le mur. Donc, en général, il faut faire au moins 6 mois. Si au bout de 18 mois, ça marche toujours pas, c'est qu'il y a vraiment un truc qui déconne. Et voilà. Donc, faut trouver le juste équilibre entre les deux, entre persévérance et obstination. Et il y a un moment, il faut faire la part des choses. Et il y a un moment, on trouve le bon, mais je dirais, il n'y a pas de recette magique. 3 ans pour trouver son modèle économique, c'est long.
Et après, au contraire, on a pu avoir un développement très rapide. Et maintenant, ça fait plus de 9 ans, mais ça veut dire il faut du temps pour construire une boîte. Comment on garde la foi pendant 3 ans à s'accrocher plus ou moins et à se dire non, je sais que je tiens quelque chose, il faut juste que j'essaie de le modéliser. Enfin, faut vachement y croire, quoi. Aussi, sur un projet, il y a des gens qui vous font confiance, des gens qui viennent bosser avec vous, des investisseurs qui mettent de l'argent. Ces gens, on n'a pas envie de les décevoir. Donc, on va faire le maximum pour réussir en disant je vais tester jusqu'au bout parce que ces gens ils m'ont fait confiance, ils veulent qu'on réussisse. Donc on ne va pas se décourager, quoi. Et c'est vrai que la persévérance, c'est une des qualités des entrepreneurs. On se prend le mur, j'essaie de rentrer par la fenêtre, on se prend la fenêtre, j'essaie de rentrer par le toit, et puis jusqu'à un moment, voilà, je vais trouver la cheminée, ça y est, je vais réussir à rentrer. On va passer à la partie des détours sans détour. Alors le but du jeu, le but du jeu, c'est que je vais te montrer des petites pancartes. Et puis en un mot, une phrase, tu vas me dire ce que ça t'évoque. Denis Père, Business Objects. Business Objects, très belle boîte effectivement. Et aujourd'hui, on nous compare souvent à eux. Ouais, parce qu'on est au Nasdaq essentiellement. C'est des modèles économiques qui sont très différents. Le modèle du software et le modèle transactionnel de Criteo. Mais on a quelque chose de commun, c'est cette aventure au Nasdaq. Et des business tous les deux qui sont très internationaux, quoi. On fait plus de 85% de notre chiffre d'affaires à l'international. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a inspiré? Est-ce que... Alors en fait, c'est venu assez récemment, pour être très franc, qu'on nous compare à Business Objects. Avant, pas du tout. Comme on est dans deux secteurs techno qui sont quand même très différents, j'ai pas eu la chance de le rencontrer à l'époque, on était tout petits. Un des problèmes en France, c'est qu'on manque d'histoires sympas, inspirantes. Moi, j'avais pas beaucoup de gens sur lesquels me projeter. Donc on se projetait sur des histoires américaines, puis bon, mais les Américains, c'est facile de se dire qu'eux, ils ont plein de raisons de réussir, contrairement à nous. Puis à un moment, on se dit, après tout, non, on n'est pas plus con que les Américains, et donc on va réussir aussi à monter des belles histoires. Voilà pourquoi, justement pour montrer nos belles histoires françaises. Obligé. Alors, en fait, moi, je me demandais qu'est-ce qu'on ressent quand, vraiment d'un point de vue émotionnel, quand notre bébé qui est né, tu me disais la dernière fois, dans l'arrière-boutique d'un restaurant, et aujourd'hui coté au Nasdaq, comment on se sent, quoi, ce jour-là? Il y a forcément une grande excitation. Tout d'un coup, il y a plein de gens pour qui on n'existait pas, où on rentre dans leur radar, on devient très visible. Donc c'est ça le gros changement. Après, pour l'entreprise elle-même, on continue. Le lendemain, on est retourné au travail comme si de rien n'était. Et ce n'est qu'une étape dans la vie de la société. Une étape qui, j'espère, va nous permettre de faire plein de choses en plus. Mais avant tout, c'est un changement complet en termes de visibilité. Et ça, c'est très intéressant à vivre. Ouais. Et même au niveau personnel, émotion forte, que le vivre du côté humain, quoi. Même pour Criteo, c'est génial, mais pour toi et tes deux autres cofondateurs... C'est une émotion forte parce que c'est une étape dans laquelle pendant longtemps on se projette et qui vous paraît très théorique. Et puis quand ça arrive vraiment, on dit tiens, c'est plus un machin, une espèce de rêve, c'est la réalité, quoi. Mais il y a eu plein d'autres moments comme ça qui me paraissaient incroyables. Mais même quand j'ai monté Kiwi, ma première boîte, montée à 50 personnes, ça me paraissait un truc délirant. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, plus on progresse, plus on repousse les limites de son rêve et de l'ambition de son projet. Et ça se fait étape par étape. Et chaque fois qu'on a une nouvelle étape, on dit tiens, c'est sympa. Et puis alors maintenant, c'est quoi l'étape d'après? Nous, on a toujours une vision long terme dans la manière dont on a construit la société. Et le fait d'être coté en bourse, ça ne change rien dans le fait qu'on se projette sur le long terme. On n'est pas là à vivre dans l'instant. Je ne suis pas à regarder le cours de bourse toutes les 5 minutes. Ce qui compte, c'est de se projeter 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et c'est ce type d'horizon de temps. Et toutes les décisions qu'on prend, c'est avec ce type d'horizon, quoi. Donc la bourse, c'est un moyen, j'ai dit, d'avoir de la visibilité. C'est aussi un moyen de lever des capitaux de manière beaucoup plus efficace que sur les marchés non cotés. Et notamment, on a un stade de croissance où on peut vouloir faire des acquisitions stratégiques. On en a fait d'ailleurs. On a annoncé une première acquisition depuis l'introduction en bourse, une très jolie boîte française, TDMIS. Et voilà, et ça, on n'aurait pas pu le faire avant l'IPO. Et c'est des choses qui permettent d'accélérer le modèle. On est très fiers et qui est encore malheureusement très rare en France. Très très peu de boîtes, on est vraiment une exception.
qui permet à 100% des salariés, quel que soit leur niveau hiérarchique, de participer au capital de l'aventure. Et je pense que c'est un modèle qui est très puissant et j'espère qu'il va se développer dans l'avenir. Le dernier. Alors, le kitesurf. Oui. Alors, il y a un truc qui est assez étonnant, c'est que si tu regardes au niveau de la population complète, les gens qui font du kitesurf, mais c'est une poignée, c'est microscopique, c'est un sport qui est très peu développé. Si tu prends la population des entrepreneurs, il y a énormément de kiteurs. Et il y a le MyKite concept que tu veux importer en Europe d'ailleurs à bon entendeur. Le MyKite qui est un event de kiteurs. Et alors pourquoi il y a une énorme surreprésentation des entrepreneurs dans la population des kiteurs? C'est un peu la question. Se dire, c'est un sport qui, au départ, est assez dur de démarrer, donc il faut de la persévérance, parce qu'au début, on boit de l'eau et on n'a pas beaucoup de plaisir. Et donc, il faut être persévérant. Et une start-up, c'est un peu ça. Au début, on boit de l'eau et il ne se passe pas grand-chose. Après, sur lequel c'est entièrement soi-même pour réussir. Et surtout, il y a des sensations qui sont extrêmement fortes par rapport finalement au risque réel qu'on prend. Parce que quand on tombe dans de l'eau. Et l'eau, ça fait pas mal. Et quand on est entrepreneur, quand on se plante, on apprend des choses, mais c'est pas la fin du monde non plus, quoi. Donc on prend des risques, on a des sensations très fortes. Métier entrepreneur, c'est vraiment des sensations extrêmes. Et finalement, dans le sport, c'est un sport qui a toutes ses qualités. Et je pense que c'est ça pour ça que ça plaît aux entrepreneurs. Et du coup, c'est quelque chose que tu pratiques régulièrement? Parce que Alexandra, TRP, nous disait que tu l'avais dans ton bureau. Et tu t'en fais où alors? J'essaie d'en faire partout dans le monde quand je peux. Je voyage beaucoup pour Criteo et donc dès que je peux, allez hop, un petit coup de kite.